Et c'est maintenant l'heure d'un dimanche en politique. Et avec nous pour commenter, décrypter l'actualité politique de la semaine, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris II Assas, et Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse blick.ch. Bienvenue à tous les deux et ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Alors on va commencer par les images de la semaine. Richard, quelle est votre image de la semaine ? Moi je trouve que Emmanuel Macron au Conseil européen, il s'y est exprimé sur la solidarité humanitaire, sur le possible déploiement d'un corridor humanitaire maritime, approvisionner la bande de Gaza à partir de Chypre, c'est une chose que les Européens peuvent faire. Il faut quand même avoir cela en tête sur fond malheureusement de désunion politique, puisqu'on l'a vu dès le lendemain, c'est-à-dire samedi, lorsque la résolution des Nations Unies a été votée, eh bien les 27 n'ont pas du tout voté de la même manière. Certains pays se sont abstenus, d'autres ont voté pour, comme la France. Et puis il y a quand même cet élément symbolique, cet acheminement d'aide humanitaire par la mer, c'est rejeter au fond les Palestiniens vers la mer, et ça signifie au fond tout le drame qui se joue en ce moment à Gaza, c'est qu'il n'y a plus nulle part où aller, si ce n'est vers la mer Méditerranée, dont on sait par ailleurs qu'elle est souvent le théâtre de nombreuses morts. De nombreux drames, effectivement. Benjamin Morel, votre image politique de la semaine ? Alors, on m'en a demandé deux, donc je ne sais pas exactement laquelle. Celle qui vous a le plus marqué, peut-être Alors, pour moi, c'est vraiment celle de l'Assemblée nationale cette semaine. C'est-à-dire que, vous savez, sous le dernier gouvernement qui s'appuyait sur une majorité relative, je parle du gouvernement Bérégovoy, et puis ensuite, Rocard, et puis ensuite Bérégovoy et Cresson, les seuls moments où le gouvernement demande la confiance du Parlement, c'est sur les sujets internationaux. Les accords du GATT, l'Europe de l'Est et puis évidemment la guerre du Golfe. Et à l'époque, il y a eu une union nationale. Ce que l'on a vu à l'Assemblée nationale montre qu'aujourd'hui, la politique étrangère n'est plus un élément qui fait consensus en France, que c'est au contraire quelque chose sur lequel se cristallisent des tensions. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine, eh bien, est quelque chose de très très révélateur sur quelle est la position et la voix de la France dans le monde, mais également, eh bien, combien aujourd'hui une situation internationale peut également nous diviser. Effectivement, cette situation, on le voit depuis le 7 octobre, situation entre cette guerre qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza, elle polarise extrêmement la scène politique française. Alors Emmanuel Macron, il s'est rendu à Tel Aviv et à Ramallah, puis en Jordanie et en Égypte en début de semaine. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette visite ? Pour l'instant, c'est un bilan à un demi-teinte. On a vu qu'on avait une diplomatie française qui, jadis, était très précise, savait également mobiliser ses réseaux, et là, eh bien, a tendu un peu à patiner avec des déclarations sur lesquelles on ne va pas revenir, mais qui étaient des déclarations, je dirais, un petit peu précoces du chef de l'État et pas forcément très très coordonnées, y compris avec le Quai d'Orsay. Donc, notamment, vous faites référence à cette déclaration sur la coalition internationale contre Daesh. Emmanuel Macron, effectivement, pour rappel, a dit peut-être un petit peu vite que cette coalition pouvait servir à éradiquer potentiellement le Hamas. Il est ensuite légèrement revenu sur ses propos. Il n'y avait peut-être pas eu effectivement de concertation en amont. C'est ça, il est quelque peu revenu sur ses propos. Et est-ce que vraiment ces propos peuvent permettre de poser un crédit à la diplomatie française dans une région qui est une région évidemment compliquée ? Donc on voit que dans un conflit qui est un conflit extrêmement complexe à régler, la position d'une diplomatie très interpersonnelle qui a été campée par Emmanuel Macron, souvenez-vous avec Donald Trump, on parlait de bromance, etc. Combien les relations personnelles peuvent permettre d'influencer les relations diplomatiques ? C'était le créneau d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a réussi parfois ? Est-ce que ça n'a pas réussi ? Eh bien, souvent. Et là, on voit qu'en la matière, eh bien, pour le Proche-Orient, c'est peut-être pas une bonne approche. On paye aujourd'hui une forme de déshérence de la diplomatie française dans cette région qui, en fait, depuis les années Chirac, n'a pas réellement su sur quel pied danser. Richard, vous partagez cette analyse, cette visite, finalement, elle a servi peut-être à pas grand-chose ? Alors, c'est toujours difficile parce que ce genre de visite, vous en connaissez au fond l'impact, parfois quelques jours ou quelques semaines après. C'est-à-dire, s'il devait s'avérer que sur la base des discussions françaises, la Jordanie puis l'Égypte font des propositions, on pourra dire qu'Emmanuel Macron y a contribué. Mais je crois que Benjamin a raison. Le style Macron, c'est-à-dire cette volonté d'établir un contact personnel avec un certain nombre de dirigeants et de s'en servir comme levier, dans le cadre du Proche-Orient, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est très clair. Il y a un autre élément, ça nous ramène à l'image
que j'avais choisi, c'est la désunion, ou en tout cas les divisions au sein de l'Union européenne, idéalement face à un conflit de cette ampleur et face à un défi humanitaire tel que Gaza, on aurait pu imaginer une visite commune de dirigeants européens. Ça aurait eu énormément de sens, ne serait-ce que le président français et le chancelier allemand. Elle n'a pas eu lieu, les dirigeants européens se sont succédés, une dizaine d'entre eux en Israël, y compris la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Vu d'Israël, c'est un très mauvais spectacle, ou plus exactement pour tous ceux qui veulent voir une Union européenne faible, c'est-à-dire réduite au rang de fourrier humanitaire. Ben voilà, vous avez le spectacle. Et en même temps, Emmanuel Macron, donc, il s'est rendu en territoire palestinien, à Ramallah, capitale de la haute autorité administrative. On imagine qu'il y a un symbole quand même derrière ce choix, mais en même temps, il y a un silence radio absolu du Quai d'Orsay par rapport au sort de ces Français qui se retrouvent pris au piège des bombardements à Gaza. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce silence ? C'est très complexe en réalité, tout bêtement, parce que évidemment, nous soutenons aujourd'hui Israël, mais qu'en même temps, la réalité, c'est qu'il n'y a personne avec qui négocier. C'est-à-dire que, évidemment, il y a Ramallah, et il était nécessaire d'aller à Ramallah. Mais aujourd'hui, l'autorité palestinienne ne tient pas grand-chose. Elle ne tient évidemment pas la bande de Gaza, mais de facto, elle ne tient pas non plus la Cisjordanie. Évidemment, vous avez un Mahmoud Abbas qui, aujourd'hui, n'a plus d'autorité, ne serait-ce que morale, sur les Palestiniens. Et donc, c'est un interlocuteur par défaut, mais un interlocuteur en grande partie impotent. Le Hamas ne peut pas être un interlocuteur, bien évidemment. Or, si vous voulez agir sur la bande de Gaza, eh bien, aujourd'hui, vous avez d'un côté Tsahal et de l'autre le Hamas. Donc, quelle est la prise de la diplomatie française ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Richard tout à l'heure. Il y a malgré tout des réseaux informels qui se tissent. La diplomatie française n'a pas complètement disparu et l'influence française n'a pas complètement disparu, même si cette région a été sous-investie ces dernières années. Après, il faut que ça prenne du temps. Il faut retrouver, réactiver les réseaux, réactiver les personnes qui peuvent potentiellement agir en sous-main sur le conflit et sur le sort des ressortissants français. Évidemment, ça prend du temps. Évidemment, c'est compliqué. Et évidemment, ce n'est pas une déclaration présidentielle qui peut ni en parler, ni être décisive. Mais justement, en continuant à interdire, par exemple, l'organisation en France de manifestations de soutien au peuple palestinien à Gaza, est-ce que les autorités françaises ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte ? Alors, d'abord, et d'anéantir toute possibilité de négociation avec des interlocuteurs. Moi, je ne ferai pas le lien entre la négociation sur le terrain et les manifestations pro-palestiniennes. En ce qui concerne les manifestations, moi, j'ai écrit très tôt un éditorial pour dire que l'interdiction n'est pas tenable dans la durée. On ne peut pas, dans un pays qui a la plus forte communauté de Français musulmans d'Europe, on ne peut pas continuer à dire à ces gens, vous ne pouvez pas manifester votre soutien à la Palestine. Bien évidemment, on peut poser des conditions, notamment le fait de ne pas avoir d'actes antisémites et de ne pas s'en prendre à Israël, mais je crois que c'est pas tenable. Donc ça, on le voit bien d'ailleurs, les tribunaux administratifs prennent des décisions selon les villes en fonction de différents critères. On peut imaginer qu'à Paris, s'il n'y avait pas eu samedi la finale de la Coupe du Monde de rugby, cette manifestation aurait peut-être été finalement autorisée. Puis il y a la négociation. Or, le paradoxe, c'est que quand vous dites otage, vous négociez avec le Hamas. C'est ça la réalité. Vous avez beau dire que c'est un groupe terroriste, vous passez peut-être par le Qatar, mais en réalité, c'est avec le Hamas que vous négociez. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, avec 9 ressortissants, je crois que c'est le chiffre qui est cité parmi les otages, eh bien, il est obligé d'assumer sa diplomatie parallèle qui le conduit aujourd'hui même, au moment où on parle, à discuter peut-être avec des responsables du Hamas à Gaza. Alors l'autre gros thème qui a marqué l'actualité politique cette semaine, c'est Elisabeth Borne qui a présenté jeudi son plan de fermeté pour lutter contre les violences urbaines. Elle a annoncé que près de 100 millions d'euros seraient débloqués pour réparer et reconstruire tous ces bâtiments qui ont été touchés lors des émeutes du mois de juin à Nanterre après la mort du jeune Naël lors d'un contrôle de police. Outre cette enveloppe financière, en quoi consiste ce plan ? Quelles sont les principales mesures qu'il faut en retenir ? En fait, on n'a pas tant de choses que ça. Alors, on a quelques mesures à destination notamment des parents, mais il va falloir voir combien c'est applicable. Et très très clairement, on est dans des choses qui juridiquement peuvent poser un certain nombre de questions. De l'autre côté, vous allez avoir un certain nombre de dispositions qui vont être des dispositions visant notamment à réarmer et à donner du poids juridique aux polices municipales. Mais ça pose un autre problème. Ça veut dire plus de répressifs et puis ça implique aussi peut-être d'augmenter les effectifs de police qui a priori ne fait pas partie du plan. Mais le problème, c'est police municipale. Comprenons bien, la police municipale, elle est financée par les communes.
Donc, si jamais vous avez une commune riche, si vous êtes Nice par exemple, c'est merveilleux. Vous allez mettre de la vidéosurveillance partout et de la police municipale. Et cette police municipale, vous allez lui donner des compétences supplémentaires d'après ce que propose Elisabeth Borne. Si j'ai les revenus pour aller vivre à Nice, j'y vais très rapidement. En revanche, si je suis une commune qui est une commune en difficulté, une commune qui a moins les moyens d'avoir de la vidéosurveillance et une police municipale, bref, les communes qui sont directement impactées, eh bien, ce faisant, je vais voir mon taux d'insécurité probablement croître au regard de ce qui se passe ailleurs. Donc là, on crée profondément une inégalité, si vous voulez. Dès le moment où on confie ça à la police municipale, c'est pas du tout que les maires en seraient incompétents, c'est pas non plus que cette police serait incompétente, mais on creuse les inégalités territoriales. Or, aujourd'hui, le problème, eh bien, ça vient en partie d'une concentration de population en difficulté économique dans certaines communes. Je crains que malheureusement là-dessus, entre la solution répressive et préventive, il y ait une opposition. Richard Benjamin l'a évoqué assez brièvement, il y a cette mesure effectivement qui concerne les parents. Elisabeth Borne souhaite qu'ils soient tenus pour responsables sur le plan financier des dégradations qui auraient pu être causées par leurs enfants. Comment cette mesure elle est accueillie dans les rangs de l'opposition ? Écoutez, je crois que la mesure, elle fait sens. C'est toujours pareil. Il y avait beaucoup de décisions annoncées par Elisabeth Borne qui, même vues de l'étranger, paraissent assez raisonnables. Vouloir responsabiliser les familles quand ils ont des enfants, notamment mineurs, délinquants, ça paraît être logique. Par contre, toutes les questions, c'est premièrement, comment vous faites pour être sûr que vous avez les moyens, ensuite, de gérer ce programme, on va dire, de responsabilisation des parents. Je crois qu'il y aura même des stages proposés aux parents. Ensuite, le problème des amendes. Et enfin, moi, une chose quand même, c'est que c'est toujours la même chose. C'est la Première ministre, ça tombe d'en haut. Or, comme l'a dit Benjamin, c'est au niveau local qu'il faut agir. La verticalité en matière de, je dirais, soins sociaux apportés aux émeutes, je n'y crois pas du tout. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Richard Verly et Benjamin Morel. C'était un dimanche en politique.